Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn with Chris. Alors, dans le dernier épisode, nous avions vu comment créer des workflows d'intégration continue à l'aide de GitHub Actions. Dans cet épisode, nous allons continuer l'aventure en améliorant notre workflow d'intégration continue, notamment en testant auprès de différentes cibles, que ce soit système d'exploitation ou version de framework, en créant un test dédié pour les jobs et un test dédié pour les builds, et ainsi gagner en efficience et en temps de build. Et puis on va voir d'autres petites fonctionnalités qui sont bien utiles lorsque vous mettez en place les builds. Alors ce que je vous propose, c'est si vous le souhaitez, de suivre avec moi l'exercice. Donc pour ça, il suffit d'aller sur maneu.org/learn-with-chris. Vous retrouverez tous les liens pour suivre ce module Learn en même temps que moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou à me contacter sur Twitter @cmaneu. Alors on va revenir là où on en était la dernière fois. À savoir à cette étape-là de customiser donc notre workflow GitHub Actions. Donc pour rappel, nous avons un workflow qui a déjà été créé, qui fonctionne cette fois-ci, avec 4 builds qui targetent des versions de Node différentes et qui font du build et aussi l'exécution de tests unitaires. Et donc avec le résultat de l'exécution de ces tests unitaires directement accessible dans l'interface de GitHub Actions. Alors, pour continuer, nous allons donc éditer notre workflow existant. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir les instructions à côté de ce que l'on est en train de faire. Donc là, on va éditer le fichier pour uniquement targeter les versions 12 et 14 de Node.js. Alors là ici c'est juste pour l'exemple, ce n'est absolument pas une recommandation de n'utiliser que ces versions de Node.js, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et puis on va créer, du coup, on va committer ça avec une nouvelle pull request que l'on va appeler improve CI. A priori c'est bon, je crée la pull request. Et donc normalement, notre petit bot GitHub Learn va venir nous commenter directement à l'intérieur de la pull request. Alors, ce qu'on va faire, c'est configurer quelque chose dont j'avais parlé dans la première vidéo, à savoir une matrice de build. Donc une matrice de build, c'est quoi? Hop là. Une matrice de build, ça va vous permettre en fait d'indiquer différents variants dans vos paramètres de build. En l'occurrence, ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter un variant de type OS. Donc là, je vais committer directement la modification pendant que je vous explique. Comme ça, on va laisser la build avancer. Et puis, également un variant de version que l'on avait déjà. D'accord? Donc là, si on va du coup dans notre GitHub Actions, si on va voir ce qui se passe, sur la dernière, on voit qu'on a bien les 4 builds en fait qui se sont déclenchés. Pourquoi? Parce que l'on a indiqué qu'on voulait tester à la fois sur Ubuntu et sur Windows, et à la fois sur Node 12 et Node 14. Du coup, il y a eu une matrice, multiplication. On va tester, comme on le voit, sur Ubuntu Node version 12, Ubuntu Node version 14, Windows Server Node version 12, Windows Server Node version 14. Alors, ça remplit l'objectif. L'un des inconvénients, c'est que si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'une de ces builds en termes d'étapes, eh bien en fait, on a configuré NPM pour l'intégration continue, builder notre projet et faire les tests. Et si on regarde chacune de ces builds, eh bien en fait, à chaque fois, on va venir builder notre code. Ça veut dire que là, en l'occurrence, on vient builder 4 fois la même chose. Et donc, ce que l'on va pouvoir faire dans la prochaine étape, c'est utiliser des jobs multiples à l'intérieur d'une GitHub Action pour pouvoir séparer la build du test et donc ainsi optimiser le temps que cela va prendre de faire des builds. Donc pour faire ça, on va venir éditer notre fichier de build. Donc je vais me remettre en côte à côte, je vais dézoomer un petit peu pour avoir la place de travailler. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va éditer du coup notre job ici. Là vous voyez qu'on a build avec tout
à l'intérieur, en fait, on va réduire ce qu'il y a dans la build à ce qu'il y a ici. À savoir qu'on utilise un seul système d'exploitation pour builder, et on va juste faire npm install, npm run build. D'accord? Donc là, je vais copier tout ça, et je vais me faire comme ceci. Donc là, notre build, maintenant, elle ne fait que builder. Et du coup, on va créer un autre job, qui est un job de test. Et je vais venir détailler ce qu'il fait ici. Je vais d'abord fixer les indentations. Hop là. Alors ça, c'est l'inconvénient du fichier YAML, c'est qu'il faut arriver à bien respecter les indentations. Donc là, on retrouve notre stratégie. Ça veut dire que notre stratégie, notre matrice de test, on va quand même la faire, mais on va la faire que sur les tests. Ça veut dire qu'on va bien avoir 4 tests différents, avec la combinaison que je viens d'évoquer, mais on va avoir la build qui sera faite une seule fois avant. Alors, ensuite, eh bien, il nous demande de committer sur la branche. Donc on va faire un commit directement sur Improve CI, et puis on va aller voir du coup ce qui se passe dans la GitHub Action. Et donc là, notre build a démarré. Et si du coup on regarde, on voit qu'on a d'abord une étape de build et ensuite une étape de test. Alors là, ce qui va se passer, c'est que l'étape en fait va, on va le voir, hein, mais la build devrait bien se passer et les tests devraient tous échouer. Pour une bonne et simple raison, c'est tout simplement que dans les tests, on s'exécute dans un autre environnement. Donc ça, il faut bien comprendre quelque chose de GitHub Action, qui est un des gros avantages de GitHub Action et des systèmes de CDCI en général, c'est que là, à chaque fois que l'on va exécuter une nouvelle build, c'est un petit peu comme si on démarrait sur un nouveau serveur, sur un nouveau PC. Ça veut dire qu'on va repartir vraiment dans un environnement qui est totalement vierge. Et cet environnement totalement vierge, il est vierge à chaque build, mais également à chaque job d'une build. Donc on va reprendre le fichier de définition de la build pour bien comprendre. Donc là je suis sur la branche Improve CI, je vais dans mon fichier YAML. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois que je vais démarrer ici, build, en fait, on va démarrer un nouveau serveur rien que pour votre build, et on va exécuter toutes ces steps, toutes ces étapes sur le même serveur. Mais une fois qu'on passe à test, on passe sur un nouveau serveur. Et du coup, le résultat de la build, bien évidemment, n'est pas présent sur cette partie test. Alors, comment on va résoudre ça? On va résoudre ça en utilisant une autre fonctionnalité de GitHub Action, qui sont les artefacts de build. Donc les artefacts de build, ça permet tout simplement de venir capturer à la fin d'un processus les résultats d'une build et de les sauvegarder au sein de l'historique d'exécution des GitHub Actions. Donc je vais venir éditer à nouveau mon fichier de GitHub Actions, et sur la partie build, on voit que donc j'ai l'étape de npm install et de build avec Webpack, et en fait je vais rajouter une autre action qui est upload artefact. Alors je vais le faire ici à la main, mais on pourrait ici accepter directement la suggestion. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser donc cette action-là qui est dispo dans le marketplace de GitHub. Je veux capturer un artefact avec un nom, qui est donc Webpack Artifact, et le chemin que je veux capturer, que je veux zipper, puisqu'on va avoir un zip à la fin, ça sera public /. Donc là, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là, c'est ce qui sera capturé, et je vais donner un nom, parce qu'on pourra avoir des processus de build qui sont un petit peu complexes, et où vous allez vouloir capturer différentes choses, différents artefacts de build pour la même build. Et donc, l'étape d'après, c'est d'utiliser le download. C'est-à-dire que j'upload les artefacts dans la build, et pour chacun de mes environnements de test, je vais télécharger le résultat de la compilation pour venir exécuter le test. Alors là, je vais éditer, donc je vais rester dans le même edit, je vais faire un seul commit, mais je vais aller éditer plusieurs choses. La première chose que je vais faire, c'est que je vais dire que test a besoin de la build. On ne peut pas tester sans builder. Je ne l'avais pas dit avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les étapes étaient lancées en parallèle.
Donc forcément, ça allait planter. Là, ce que je veux, c'est que d'abord on exécute la build. Une fois que la build s'est exécutée, je vais exécuter les 4 tests par rapport à ma stratégie de test. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais venir modifier, eh bien, c'est ajouter le pendant de cette action upload dans la partie build, c'est-à-dire le download. De cette manière-là, comme je m'exécute sur un nouvel agent, eh bien, je vais venir télécharger les artefacts. Alors, ça c'est ce qu'il me demande de modifier, je l'ai déjà fait. Donc là, je vais committer, et si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais aller sur les actions pour vous montrer ce que ça a changé. Et là, vous voyez que l'interface a changé, puisqu'il y a bien la build qui s'est déclenchée, mais on voit que ma matrice de test attend pour le job qui est en cours. Donc on va attendre quelques secondes le temps que la build se finisse, hein, ça prend pas très longtemps sur ce projet-là, et puis on va voir ensuite que les 4 jobs de test vont commencer à s'exécuter. Alors, une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais merger ma pull request, et du coup ce nouveau workflow amélioré de build séparés des tests sera disponible pour l'ensemble de mon équipe. Donc voilà, là la build elle a fini, et puis les jobs vont venir se déclencher petit à petit dès qu'il y a des agents qui sont disponibles. Alors là, si je refresh la page, on voit que le statut est en progrès, on voit pas encore les artefacts, on va les voir à la fin de l'exécution. À la fin de l'exécution, on pourra voir les artefacts et on pourra même les télécharger. Voilà. Donc en attendant que la GitHub Action se finisse, que nos tests se finissent, je vais de mon côté merger cette pull request. Voilà, donc la pull request est mergée, le robot de GitHub va m'indiquer ce que l'on va faire ensuite, et en attendant, on devrait avoir dans quelques instants les résultats des tests qui devraient donc tous être au vert. Voilà, donc là on commence à voir les premiers tests qui sont ouverts, et puis les autres devraient suivre dans quelques instants. Allez, plus qu'un, et tous nos tests auront été exécutés avec une seule build. Alors, on va avancer ici, et là donc tous nos tests ont été réussis avant de passer à la prochaine étape, et on peut voir que les artefacts ont bien été récupérés. Et si je clique ici sur Webpack Artifacts, je vais pouvoir télécharger le zip avec du coup le fichier qui résulte de ma compilation. Voilà. Alors on va fermer ça, on va revenir sur le module Learn, et donc si on regarde le workflow, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a quand même pas mal avancé entre la vidéo dernière et le début de cette vidéo, puisque l'on a testé sur différentes targets, on a des tests dédiés de job, et donc du coup on a gagné 3 fois le temps de build, puisque maintenant on fait la build plus qu'une seule fois au lieu de 4 fois. On a accès aux artefacts de build, je vais vous montrer comment télécharger le zip et y accéder. Et bien on va faire des petites choses en plus pour encore améliorer ce process. Tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est setuper, donc mettre en place des règles de protection de branches. Ça, vous allez le voir dans quelques instants. Et puis on va essayer d'améliorer un petit peu le process de review à l'aide de GitHub Action, puisque GitHub Action, ça vous aide à faire bien évidemment des pipelines d'intégration et de déploiement continu, mais ça peut aussi vous servir à automatiser la gestion de votre repo, de vos issues, des labels qu'il y a sur les différentes pull requests, etc. Et donc c'est ce que l'on va voir ici. Donc là, on va créer un nouveau fichier. Hop là. Alors, il faut que je sorte la fenêtre. Ah, restez avec moi, j'ai le clic bizarre aujourd'hui. Donc là, on va créer un nouveau fichier dans GitHub Workflow, Upproval Workflow. Donc là, il m'a déjà mis le bon nom de fichier. Et on va juste donner un nom à ce workflow-là pour l'instant. Alors bien évidemment, comme on vient juste de lui donner un nom, il ne va rien se passer. Le workflow ne va pas se déclencher. Pourquoi? Parce que ce qu'il va manquer, c'est un trigger. Rappelez-vous, sur le premier workflow de compilation, d'intégration continue que l'on a fait, on a ici avec on
un trigger, et en l'occurrence, on a au push sur la branche main, ou à une pull request qui est fait sur main. Mais si on revient sur notre Approval Workflow, ici, eh bien, on n'a pas de trigger qui est déclenché, donc ce workflow ne se déclenchera jamais. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir accepter la suggestion qui est faite ici par le petit robot GitHub, de mettre un trigger qui est ici on pull request review. Donc quand on fait une review d'une pull request. Donc là, je vais accepter directement le changement qui est proposé pour pouvoir continuer à avancer dans cet exercice. Alors là, ce que l'on va chercher à faire, le petit robot GitHub va nous aider dans quelques instants, c'est de venir un petit peu automatiser notre review des pull requests. Quand on commence à avoir beaucoup de pull requests sur un projet, ça peut commencer à devenir compliqué de savoir ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut ne pas regarder, puisque toutes les pull requests ne sont pas au même stade ou à la même qualité. Certaines sont prêtes à être mergées de suite, d'autres vont avoir besoin de plus de temps pour être relues manuellement, certaines doivent être bien évidemment validées par l'intégration continue, donc des fois on peut s'y perdre. Une des manières de régler le souci, eh bien, c'est d'avoir un certain nombre de labels, d'appliquer un certain nombre de labels à ces pull requests pour savoir quels sont les pull requests qui sont prêts à être reviewés par l'équipe, quels sont les pull requests qui sont prêts à être mergés, si jamais tout le monde n'a pas le pouvoir de merger sur une branche, si vous autorisez uniquement les administrateurs à merger sur une branche. Et donc, en fait, c'est ce que l'on va faire ici. On va créer un job et on va utiliser une action qui est dans la marketplace des GitHub Actions pour venir, quand il y a une review, labelliser de manière automatique les pull requests. Voilà. Donc on va attendre que le robot GitHub nous indique la prochaine étape. Et la prochaine étape, donc je vais rafraîchir maintenant mon fichier d'approval et je vais venir l'éditer. Et donc du coup, je vais venir utiliser cette action qui est dans le GitHub Marketplace. Donc si on va sur l'action, on voit en fait ce qu'il y a à compléter. Donc je vais tout simplement copier-coller les différentes étapes. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses avant de... non, je vais committer. Et puis je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je veux juste que approval soit seté à 1. Et on va juste faire add label. Et je vais vous expliquer ce que je viens de faire, parce qu'il y a quelques petites choses magiques, entre guillemets, qui sont dans ces steps-là. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai nommé une étape. Et donc comme ça, dans le log des GitHub Actions, je vais pouvoir la retrouver et savoir ce qui se passe. Ici, cette étape va utiliser une action qui a été déjà packagée et qui est dans le marketplace, qui est cette action-là, et qui prend un certain nombre de paramètres. La première, c'est combien de personnes doivent avoir approuvé la pull request pour déclencher le label. Ici, on veut seulement une personne. On pourrait faire dans des équipes plus grosses 2 ou 3 reviewers. Ensuite, il faut un token GitHub. En fait, le code à l'intérieur, et vous pouvez le voir puisque le code est public, mais le code à l'intérieur de cette action va appeler l'API REST GitHub, et donc du coup a besoin de s'authentifier. C'est pour ça qu'il faut passer un token d'authentification GitHub. Et là, le moteur de GitHub Action va faire quelque chose pour nous. Il va générer automatiquement un token pour nous qui est accessible dans une variable secret.githubtoken. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on peut vraiment manipuler votre repository à l'intérieur d'une GitHub Action. Alors il faut savoir que vous pouvez créer vous-même vos propres secrets. Et donc par exemple, si vous avez des chaînes de connexion, des clés d'API ou des non-utilisateurs mots de passe pour venir déployer quelque chose, exécuter un script sur un ordinateur distant, eh bien vous pourriez stocker vous aussi vos propres secrets avec votre propre variable au sein du repository GitHub, et ils ne seront accessibles que par le code qui est à l'intérieur des GitHub Actions. Et puis dernier paramètre, add label, pour savoir quel est le nom du label qui est à ajouter ici à la pull request. Alors les labels, n'oubliez pas, avant de les assigner, il faut venir créer les labels ici. Donc vous pouvez aller dans issue et ensuite labels. Et donc là, le nom de mon label c'est approved. Donc je vais faire approved et puis je vais lui choisir une jolie couleur verte. Jolie, selon les goûts.
Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que ça c'est fait? Eh bien, vous voyez ici sur la démo, quand quelqu'un a approuvé les changements dans la review, et bien automatiquement GitHub Action va ajouter le label pour vous. Et donc, du coup, vous pouvez filtrer toutes les pull requests, qui sont approuvées. Vous pouvez, par exemple, les merger. Alors, notre workflow avance bien, puisqu'on a fait des approvals plus ou moins automatiques. On va maintenant configurer quelque chose qui pour moi est essentiel, et je le fais y compris sur des projets perso où je suis le seul développeur, c'est la protection de branches. La protection de branches, toute l'idée de la protection de branches, c'est de dire que vous avez des branches qui sont sensibles, notamment la branche main ou master, qui est votre branche principale, sensible dans le sens où vous voulez toujours que cette branche contienne du code qui fonctionne. D'accord? Et donc, en protégeant la branche, on va empêcher que quiconque, y compris vous, même si vous êtes administrateur de votre repository, eh bien vous veniez committer du code à l'intérieur de cette branche qui n'aurait pas, par exemple, buildé. Donc vous voulez obliger que tout le code qui rentre dans cette branche soit du code, par exemple, qui était d'abord buildé, que ça soit passé par une pull request. Donc pour faire ça, on va aller ici dans les settings du projet. Donc si je dézoome, c'est la petite molette. Là, je vais aller, comme c'est indiqué ici, dans branche. Je vois mes branches, je vois que je n'ai pas de règle de protection de branche activée pour l'instant. Donc je vais créer une règle. Premier point, quel est le pattern de la branche? Donc ici, je vais mettre main, mais par exemple, je pourrais mettre env-étoile pour que toutes les branches env-production, env-test, etc. soient protégées. Donc là, je vais rester sur main et je vais activer certaines options. Je vais obliger à ce qu'il y ait une pull request qui soit créée pour pouvoir merger à l'intérieur de la branche main. Ça veut dire que même moi en local, je ne pourrais pas committer sur main et pusher un commit sur main. Je passerai obligatoirement par les pull requests. Et puis, je vais obliger le status check. Donc le status check, c'est quoi? Eh bien en fait, vous allez pouvoir configurer sur votre repository GitHub un certain nombre de checks automatisés de votre pull request. Le plus simple, c'est la GitHub Action. Et donc on va s'assurer que, par exemple, votre build et vos tests réussissent avant de pouvoir merger. Mais on peut avoir d'autres outils, par exemple des outils d'analyse statique de code qui existent et que vous pouvez connecter à GitHub et qui vont aussi publier des status checks. Donc comme ça, vous pouvez vous assurer d'une certaine qualité de votre code avant de le merger. Là, je ne vais pas cocher des builds particulières et je vais directement cliquer sur créer. Et donc là, si je reviens sur les branches protection, on voit qu'il y a une règle qui s'applique à la branche main. Et donc là, je vais pouvoir venir merger cette pull review. Donc je vais ajouter ma review en disant que bien évidemment je l'approuve. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir merger ma pull request. Donc ça y est, j'ai mergé ma pull request dans la branche main. Donc du coup, maintenant, sur mon repository, je vais avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir vraiment faire du travail en équipe efficace, ou même travailler tout seul de manière efficace, puisque je vais builder mon code à chaque fois, je vais récupérer les artefacts de build, je vais tester dans plusieurs environnements mon code, et puis je vais m'assurer en fait qu'à chaque fois qu'on va venir committer sur main, on est passé une certaine barrière de qualité. Et vous l'avez vu, ma GitHub Action a automatiquement labellé, créé ce fameux label pour moi. Et donc ça veut dire que là je viens de la fermer, mais par exemple on pourrait faire est-ce que c'est une PR? Oui. Et je veux voir toutes celles qui sont en approved. Et bien comme ça je peux lister toutes les pull requests ouvertes qui sont en approved. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant encore une fois pour gérer des projets d'envergure plus importante. Donc je vous ai fait une introduction assez rapide finalement à GitHub Action, même si on a pris 2 vidéos, parce qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire en plus
dans GitHub Action, sur l'automatisation des issues, sur la partie test de votre application, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis là, c'est pas quelque chose que l'on a vu dans le dernier épisode de Learn with Chris ou dans celui-là. On s'est arrêté au test, on n'est pas allé jusqu'à déployer sur un environnement de production notre code. Sachez que ça sera quelque chose que l'on verra dans l'un des prochains épisodes, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ici ou sur Twitter, @cmaneux. Et puis bien évidemment, je vous encourage à suivre, à faire cet exercice-là chez vous directement via Microsoft Learn. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans Learn with Chris.